on va démarrer. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes confortablement installés. Vous n'avez pas trop faim? Ça va. Bon, il va falloir patienter un tout petit peu puisqu'on est ensemble jusqu'à 13h précisément. C'est la consigne que l'on a. Pas après, puisqu'il y aura d'autres conférences qui suivront. Donc on va s'assurer de tenir ce timing-là. Et quand je dis on, c'est parce que je suis accompagnée de David. Et bonjour. À tous les deux, on va donc animer cette belle thématique qui est comment attirer et fidéliser les papillons. Alors, juste pour apporter une petite définition avant de démarrer la conférence, puisqu'on m'a posé la question, que veut dire papillon? Comment vous caractérisez le papillon? Monsieur? Les volatiles. Et quoi encore? Oui. Ils se métamorphosent. Oui. Et quoi encore? Rapide. Alors si je vous le dis, c'est parce qu'on m'a posé la question. On m'a dit, mais Karine, pourquoi tu intègres dans ton titre la notion de papillon? Ce qui était une bonne question en soi. Ma première définition a été la suivante, qui était de dire, on est dans un salon de la relation client, qui traite de la relation client, et donc, entre autres, avec ce qu'on appelle peut-être, vous en faites partie, des clients qui ont à l'intérieur de leur entreprise et leur organisation, ce qu'on appelle un centre de relations clients ou un centre d'appel. J'ai travaillé pendant 20 ans dans un centre d'appel, et donc, on appelait les positionnements, là où étaient positionnés les collaborateurs, des marguerites. Ouais, ça vous parle ça? Oui, ok, ça marche. Qui fait partie ou qui travaille dans un centre de relations clients aujourd'hui? Ok, super, merci. Très bien. Donc, qui dit marguerite, dit papillon. Voilà, ça c'était ma première définition. Et puis quand on a échangé avec David, j'ai dit, bah, et toi ta définition c'est laquelle? Il me dit, ah ben non, moi ma définition c'est justement la définition que vous avez apportée, des personnes qui bougent, de fleur en fleur, d'accord, qui sont volatiles, et puis des personnes qui sont aussi qui muent, qui se transforment. Voilà. Donc c'est pour ça la notion de papillon. Je vous rassure, la conférence ne va pas porter sur la définition du papillon. On va pouvoir poursuivre un tout petit peu, d'accord. Donc la conférence, elle va se passer en 2 temps. Le premier temps, ça sera avec moi. Ça va durer entre une petite quinzaine de minutes, c'est tout. Moi, je vais apporter quelques événements. Ça ne va pas être un scoop, vous allez voir, mais il est important de repositionner le cadre. Et puis, quelques solutions, quelques hypothèses de solutions possibles pour vous. Voilà. Et puis, le deuxième temps, qui pour moi sera beaucoup plus important, qui sera le témoignage de David. Sur David qui travaille aujourd'hui, qui est le directeur du centre de relations clients au sein de la société Total Energy et qui a vécu une expérience extrêmement intéressante, épanouissante, en tout cas qui pour moi me semble extrêmement intéressant qu'il puisse discuter avec vous de son expérience, de comment il a motivé et engagé des collaborateurs au sein de son centre de relations clients. Voilà. Et puis il y aura un troisième temps, en fonction de l'heure, qui sera des questions-réponses, si vous avez des questions. Ça marche? C'est OK? On est parti? Allez, on est parti. Allez, attirer et fidéliser nos papillons, nos fameux papillons. Donc, attirer et fidéliser, un défi majeur pour les RH en 2024. Qui fait partie du service RH dans la salle? Dites-moi. Ouais? Ça marche. Super, merci. Donc, un défi majeur pour les RH. On y va. Alors, pourquoi ce défi majeur? Je ne veux pas vous donner un scoop, hein. Il y a des choses que vous savez. Pourquoi on est ici à se poser la question, comment on peut faire pour attirer et fidéliser nos collaborateurs au sein de nos organisations et de nos entreprises? On va reprendre un tout petit peu d'histoire. La première, c'est celle-ci, le phénomène de ce qu'on appelle la grande démission. Probablement que c'est des mots que vous avez entendu parler. La grande démission qui a vu naître en 2020, qui avait déjà commencé, vous voyez au niveau du graphique, commencé à croître, d'accord. Et en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez comme moi, il y a eu le Covid,
Et pendant ce Covid-là, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de se poser des questions. D'accord ? Pendant ce Covid-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chacun d'entre nous, et je dis nous, parce que j'en ai fait partie, chacun d'entre nous, on s'est posé la question de est-ce que mon métier a du sens? Qui s'est posé cette question-là? Merci. Est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que là où je travaille, je m'épanouis? Est-ce que là où je travaille, je peux, comme un papillon, éclore? C'est pas le bon mot, éclore, mais tant pis, je vais l'utiliser quand même. D'accord? Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux ailleurs? Et en fait, c'est la question qui s'est posée. D'accord? D'où ce phénomène, que ce n'est pas moi qui ai construit le graphique, bien évidemment, vous avez la source qui est indiquée en haut, d'où ce phénomène de ce qu'on appelle la grande démission. Autre petit souci, la pénurie de candidats. Idem, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une étude de Pôle emploi qui date de 2022, qui dit nous on veut bien recruter, il n'y a pas de problème, on a du travail, sauf qu'on n'a pas les candidats en face pour venir travailler chez nous. 90% des recruteurs disent on a un nombre insuffisant de candidats. 86%. Et en deux, comme vous pouvez le voir, 71% des recruteurs vont dire « Ok, le profil est inadéquat ». Est-ce que vous savez comment on peut l'expliquer, ce manque de candidats? Ou comment vous l'expliqueriez? Comment vous l'expliquez, ce manque de candidats, au regard de vos expériences? On ne l'explique pas? C'est dur, hein? Je ne dis pas que c'est facile. Salaire, métier passion, ouais. Reconversion. Ok. L'inadéquation. D'autres choses? On va manquer de candidats parce que l'une des raisons qui a été citée et l'une des principales raisons est la marque employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un Français sur deux, aujourd'hui, vont s'intéresser à la culture de l'entreprise et vont postuler dans l'entreprise où l'entreprise a une image plutôt positive. Un Français sur deux déclare postuler à une offre uniquement s'il a une bonne image de l'entreprise. Et ça, c'est nouveau. Un Français sur deux. D'accord. Une fois que le candidat a postulé, 33% des candidats déclarent refuser une offre d'emploi, quel que soit le salaire, si l'image de l'entreprise lui semble négative. D'accord. Vous comprenez à travers ça que l'une des premières hypothèses de solution pour attirer des papillons et attirer des collaborateurs est de travailler sur la marque employeur, sur l'image de l'entreprise. Vous comprenez qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, que chacun peut se renseigner sur l'entreprise. C'est assez facile de se renseigner, d'accord ? Avant, il n'y avait que le bouche à oreille. Aujourd'hui, on va sur les réseaux sociaux, on regarde sur les entreprises, on va voir sur le site de l'entreprise. Sur le site de l'entreprise, je vais voir la culture de l'entreprise, je vais voir ses valeurs, je vais voir sa mission, je vais voir comment, si je vois de la vie à l'intérieur de cette entreprise-là. D'accord ? Et de la même manière, je vais aller chercher des avis Google, avis ce que vous voulez, peut-être Facebook ou autre. D'accord ? Donc la première des choses est de travailler sur la marque employeur. La petite particularité, donc on a parlé d'image d'entreprise, de sa culture, la petite particularité, c'est que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans des centres de relations clients ou qui ont un centre de relations clients,
pour avoir travaillé pendant 20 ans dans un centre d'appel, à la base, ça n'a pas forcément une image positive. On est d'accord ? Si vous dites « je recrute un collaborateur dans un centre de relations clients ou pour mon centre d'appel », comme je vous ai dit qu'avant 2020, on s'est posé des questions sur ce que je voulais faire et que si j'allais chercher mieux ailleurs, d'accord, ce n'est pas très attrayant. En tout cas, je fais une hypothèse que déjà, l'image, elle est posée. OK ? Qui dit centre d'appel ou centre de relations clients dit potentiel stress au regard du nombre d'appels reçus, nombre d'appels entrants. D'accord ? Dit aussi horaire étendu. Je fais des hypothèses, d'accord ? Rares sont ceux dans les centres de relations clients qui font un 9h, 17h. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, là, moi, où je travaillais, c'était du 6h, 22h, 7 jours sur 7. 25 décembre, 1er janvier, 1er mai. D'accord ? Donc déjà, l'image, lorsqu'il y a une communication qui est effectuée pour recruter des collaborateurs, déjà l'image, en faisant ce focus sur ce centre d'appel, elle est un peu tronquée, biaisée. En tout cas, je fais cette hypothèse-là. Qu'est-ce qu'on a encore ? Des nouvelles exigences. Nouvelles exigences de nos candidats. La petite phrase, elle est écrite, tout est dit dedans. Plus question de sacrifier ma vie privée. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on a réfléchi pendant le Covid. Plus question de sacrifier ma vie privée et encore moins ma santé pour un emploi dont le sens m'échapperait. D'accord ? Qu'est-ce qu'on recherche ici ? La petite image, elle le dit, un équilibre entre la vie pro et la vie perso. D'accord ? Et quelles que soient les générations. Aujourd'hui, notre besoin, c'est d'avoir un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Les collaborateurs, on le verra un tout petit peu plus tard, recherchent aussi, et je vais surveiller l'heure, je regarde, et non seulement un équilibre, mais aussi le besoin d'être plus autonome dans sa mission, le besoin d'avoir plus de délégation. Ils attendent aussi de l'employeur d'être plus flexible. Télétravail, horaire, etc., etc. Et ça, c'est nouveau. Depuis quelques années maintenant, mais c'est nouveau. Hop. Donc, pas étonnant qu'aujourd'hui, nos entreprises, elles peinent à recruter. Et ce que je ne vous ai pas dit, on va quand même en parler un tout petit peu, d'accord ? La crise sanitaire qui a profondément transformé notre rapport au travail. Comment ? Comment la crise sanitaire a transformé notre rapport au travail, d'après vous ? Télétravail. Ouais. Aujourd'hui, en France, en 2022, c'est 57% des salariés français travaillent en mode hybride. Mode hybride, je suis soit au bureau, soit à ma maison, ou soit dans ou soit à l'extérieur, parce que je suis par exemple commercial ou je travaille sur un chantier, donc je suis à l'extérieur de mon entreprise. D'accord ? Aujourd'hui, 57% des Français travaillent en mode hybride. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a un impact sur le management. Puisque du jour au lendemain, le manager a dû manager des personnes en présentiel et des personnes en distanciel. Et là, ça réinterroge, en tout cas pour l'avoir fait, ça réinterroge la confiance. Comment je fais confiance du jour au lendemain ? Quelqu'un que je vois tous les jours, au moment où il est à travers son écran et que finalement je ne le vois plus. Voilà. Donc il y a eu une grosse interrogation par rapport à la confiance.
Et pourtant, les salariés, qu'est-ce qu'ils demandent au regard de ce changement-là? Ils demandent bien évidemment de conserver le télétravail, ce mode hybride, hein, bien évidemment, vie pro, vie perso, etc. Et ils demandent aussi, comme je le disais tout à l'heure, à ce qu'on leur fasse confiance, qu'ils restent autonomes ou qu'on leur permette l'autonomie dans leur mission, même s'ils sont à distance, d'accord? Et qu'on puisse en tout cas travailler avec de bonnes relations, tous ensemble. Ça va? Je ne vous ai pas perdu, vous êtes encore avec moi. Ouais. Je n'ai pas mes notes sur mon écran, donc je tourne mes petites feuilles au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous le voyez. Allez. Donc, ça bouleverse le contenu du management. Et pourquoi ça ne passe pas là? Hop. Alors, attendez, mon slide ne marche pas. C'est figé. Les aléas du direct. Alors, comment attirer, maintenir la motivation et l'engagement des collaborateurs à travers tout ça? Allez, là, ce coup-ci, c'est vous qui allez travailler. Quand j'ai pris ma mission managériale, moi, je me suis toujours mis en tête comment je vais faire pour motiver mes collaborateurs. Dans ma mission principale, je me disais comment je vais faire pour motiver les collaborateurs. Comme si c'était des machines et que j'appuyais sur 0, 1. Tiens, aujourd'hui, je te passe en mode motivé. Ça ne marche pas comme ça. Et puis après, quelqu'un m'a dit, mais Karine, et si tu réfléchissais à qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui démotive tes collaborateurs? La question n'est pas la même. Je vais vous demander, chacun d'entre vous, de réfléchir à cette question-là. On ne va pas mettre 10 minutes, je vous rassure. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour démotiver vos collaborateurs? On est humain. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour démotiver vos collaborateurs? Allez, je vous écoute. C'est confidentiel, tout ce qui est dit ici ne sortira pas de cette salle, vous pouvez y aller, je vous rassure, ça va bien se passer. Oui? Soit la surresponsabilisation, soit la sous-responsabilisation. Oui, merci monsieur. Soit la surresponsabilisation ou la sous-responsabilisation. Ça marche. Oui? Le manque de reconnaissance, ça marche. Faire des retours négatifs, oui. On a du mal à tirer vers le haut un collaborateur quand il déraille, c'est ça? Pour reprendre. Oui. Oui. Tout à fait. D'autres retours? Parce qu'on en fait des boulettes, il ne faut pas exagérer non plus. Ok. Le manque de communication, oui. Ok. En tout cas, effectivement, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour démotiver? Ou qu'est-ce que je ne fais pas, bien évidemment. D'accord? Plutôt que de dire comment je peux faire pour motiver. Tout en sachant que la motivation et l'engagement, donc motivation qui égale fidélisation hein, et engagement, d'accord? Ça appartient à chacun d'entre nous. On est tous différents dans cette salle-là. On a tous une motivation différente, d'accord? Donc je ne peux pas prétendre pour l'autre ce qui va le motiver, qui je suis pour faire ça. Par contre, d'aller l'interroger, de lui demander qu'est-ce qui te motive au quotidien, là, ça a une autre dimension. Et vous connaissez Deci et Ryan? Non. Deci et Ryan, ce sont deux professeurs d'université qui, en 2002, ont sorti une théorie de l'autodétermination. Cette théorie fonctionne toujours et elle est toujours d'actualité. Deci et Ryan se sont interrogés sur le phénomène qui dit comment ça se fait qu'un collaborateur, une personne, un salarié, comment ça se fait qu'il peut être en perte d'engagement et de motivation quand il est dans mon entreprise? Et par contre, ce même homme ou cette même femme, lorsqu'il est en dehors de l'entreprise, pour le foot, pour l'école, pour des associations caritatives, bénévoles, etc., c'est quelqu'un d'extrêmement engagé. Vous connaissez ces personnes-là? J'ai rencontré des collaborateurs qui étaient exactement dans ce système-là, qui disaient « Ok, au travail, ni plus ni moins, 9h, 17h, et puis dès que je demandais quelque chose, c'était « Oh, surtout pas ». Et par contre, c'était un homme, ce même homme, à côté de ça,
Il était président de son club de foot. C'est lui qui recrutait tous les coachs, les arbitres, qui animait son petite réunion de foot, etc. Et puis pas le petit club, quoi. Et pourtant, c'est le même. Alors qu'est-ce qui fait que dans 2 endroits différents, il a une motivation et un engagement différents? Et c'est ce à quoi se sont intéressés DCI Ryan. Ils ont fait une enquête mondiale. L'enquête mondiale, elle dit quoi? Elle dit, la première des choses, le besoin d'appartenance, besoin d'aimer et d'être aimé, besoin de se sentir intégré dans une équipe, besoin de se sentir intégré dans un service. Ce qui a évolué quand il y a eu le moment du Covid. D'ailleurs, ce besoin-là, il a été extrêmement touché, puisque du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des écrans, et à prendre notre café à travers un écran. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'autonomie, le besoin d'être autonome dans son poste, dans sa mission. Okay. Si demain, vous confiez le recrutement à l'un de vos collaborateurs, bien évidemment, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aussi lui laisser la possibilité de décider à l'intérieur de son périmètre et de décider qui est-ce qu'il va choisir, par exemple. D'accord ? Donc le besoin d'autonomie. Et le troisième, qui est le besoin de développement de soi, qui est le besoin de développer ses compétences. Donc compétences métier, techniques, experts, mais pas que. Il y a aussi les compétences personnelles qui vont aider l'individu à se développer personnellement. Puisqu'ils partent du principe que si je me développe personnellement à l'intérieur d'une organisation, alors l'organisation évolue. Jacques Forest, psychologue, le docteur Jacques Forest, a repris les études de DCI Ryan. Et suite aux études, ils ont dit, OK, effectivement, si le besoin psychologique, si ces 3 besoins psychologiques ne sont pas satisfaits, alors s'ils sont satisfaits, ça génère une performance durable, adaptivité, proactivité, vitalité, etc. etc. D'accord ? Et à l'inverse, si ces 3 besoins ne sont pas satisfaits, cela génère une performance, ni plus ni moins, de la rigidité, d'accord ? Un mal-être, de la réactivité, plutôt des comportements malsains. Voilà. Alors, pour la petite histoire, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont me dire « Oui, mais Karine, on est en 2024, et ça date de 2002. » Et vous avez raison. Donc, avec les nouveaux outils que l'on a à notre disposition, comme par exemple l'intelligence artificielle, j'ai challengé et j'ai reposé la question « Quels sont les besoins psychologiques utiles et nécessaires aujourd'hui pour engager et motiver un collaborateur dans la société ?» Les mêmes. Ils n'ont pas bougé et évolué. Ce sont toujours les mêmes. D'ailleurs, interrogez votre propre posture. Qu'est-ce qui vous motive vous-même et vous engage dans vos propres métiers? Je fais l'hypothèse qu'il y a ces 3 besoins qui sont remplis. D'accord ? Et si à un moment donné, vous êtes en perte de motivation et d'engagement, réinterrogez ces 3 besoins. Donc, pour conclure, les entreprises doivent s'adapter aux nouvelles exigences, bien évidemment, avec tout le constat qu'on a vu, et développer une marque employeur forte, se différencier de la concurrence, puisque vous avez compris que si vous êtes différenciant avec un salaire moins élevé, potentiellement, vous allez réussir à attirer des collaborateurs. Et puis la deuxième, qui va de travailler sur le management, de revoir, ce que je dis, c'est revoir sa partition. Vous le savez comme moi, on ne peut plus manager comme hier, c'est plus possible. D'accord ? Ça ne marche plus. Donc c'est comment je fais au regard de ce phénomène de la grande démission, au regard du phénomène des nouvelles exigences des candidats et de la pénurie, comment je fais pour transformer mon management pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences. D'accord ? Ça va ? Allez, j'ai assez parlé. Ce qui est important, ça va être le témoignage de David. David, tu as 20 minutes. Ça roule. Bon, je vais donc laisser la main à David pour la suite. Merci. Bon, merci Karine, merci de m'avoir invité. Donc, j'interviens aujourd'hui pour la bonne raison que Karine me l'a demandé, et puis aussi parce qu'elle nous a beaucoup aidé dans la mise en œuvre d'un certain nombre de transformations qu'on a apportées au sein de Total Energy, dans mon entité. Et donc, c'était aussi lui rendre un petit peu un accompagnement que je pouvais faire aujourd'hui pour témoigner. Alors, l'idée, c'est de témoigner avec vous d'une expérience qu'on a vécue au sein de mon entité. Moi, je m'occupe de la partie lubrifiant. Alors, les lubrifiants, chez Total Energy, c'est toute l'huile que vous pouvez mettre dans vos véhicules, dans vos tracteurs, dans vos poids lourds, que vous retrouvez dans les grandes surfaces, que vous retrouvez chez le garagiste. On adresse notre service client, l'ensemble des clients professionnels B2B et B2B2C qui utilisent du lubrifiant sur le marché français. Donc, c'est un périmètre assez important.
Il y a pire pour nous, chez Total Energy, que la démission. On a finalement, nous, ce que tu as montré, les départs, on a peu de départs dans notre compagnie. Par contre, ce qui est pire que la démission, pour moi, c'est le désengagement. C'est la perte d'engagement des collaborateurs. Souvent, dans mon service, alors on est à peu près une cinquantaine de personnes, quand on regarde l'ancienneté cumulée de l'équipe, on a à peu près 1000 ans d'ancienneté cumulée. Donc en moyenne, 20 ans x 50, ça fait 1000 ans. Ces 1000 ans-là mis au service du client, c'est génial. Ces 1000 ans-là mis avec un désengagement et puis la recherche de la criticité des choses qui ne vont pas, c'est dévastateur. Donc le désengagement, c'est pire finalement pour moi que la démission, puisque la démission, c'est un moment, on ne trouve plus à l'endroit où on est ce qui nous convient, l'entreprise ne le trouve peut-être pas non plus, la personne démissionne, il y a un choix, une décision. Bon voilà, ça peut être regrettable, après il faut recruter, c'est problématique, mais nous, ce n'est pas notre cas, c'est plus le désengagement. Donc voilà, donc ce que je vais vous faire partager, c'est un peu une expérience qu'on avait chez nous, donc dans ce département service client. Vas-y Karine, tu peux avancer. Voilà, bon, notre périmètre, on a un périmètre assez grand puisqu'on traite à peu près 200 000 contacts par an avec nos clients. Donc c'est énormément de commandes, énormément d'appels téléphoniques. On a à peu près 14 000 clients B2B, donc on a des volumes d'affaires qui sont assez importants. C'est quand même quelque chose d'assez je dirais, représentatif. Et il faut savoir, vous l'avez peut-être connu, mais vous avez entendu parler peut-être d'une usine qui a brûlé en 2019, qui s'appelait Lubrizol. Ça a fait un truc assez important parce qu'il y a eu des fumées partout, ça a brûlé pendant plusieurs jours. Lubrizol, ce n'était pas Total Energy. Lubrizol, il nous fournissait en additifs, mais il fournissait le monde entier en additifs. L'usine de Rouen qui a brûlé, elle a déstabilisé complètement le marché. Et donc, on a eu des pénuries de produits. On ne pouvait plus livrer nos clients en produits. En revanche, les gens, ils avaient quand même besoin de faire les vidanges des voitures et de leurs équipements. Donc, on a eu des pénuries de produits. Donc là, une grosse tension sur le marché. Et ensuite, à ça, s'est instauré le Covid. Et à l'issue du Covid, de nombreuses crises sont arrivées. Et vous l'avez peut-être vu dans vos activités. On a eu des crises du supply et des crises produits. On n'avait pas de produits sur le marché. Quand on avait le produit, on n'avait pas les bidons parce que des containers étaient bloqués à Hong Kong, un peu partout. On n'avait plus les bouchons pour nos bidons. On n'avait plus les palettes. Donc en fait, on n'avait jamais ce qu'il fallait à aucun moment. Donc on a eu une crise supply et produits très très importante 2021-2022. À cette crise non, tu peux rester. À cette crise-là, parce que c'est vraiment le contexte d'environnement de crise qui est important. À cette crise-là, on a eu une crise financière et économique parce que 2022, les prix des matières premières se sont mis à flamber. Et donc nous, il a fallu qu'on répercute chez nos clients ces flambées de prix d'achat de matières premières. Et donc on était toujours en train de courir après finalement notre marge parce qu'on répercutait des hausses, mais ça continuait à augmenter, c'était jamais suffisant. Et donc les clients n'étaient pas satisfaits, étaient insatisfaits, pas de produits, les produits sont chers. Voilà, c'est le pire qu'on puisse avoir pour un service client. Vous n'avez pas de produit, puis quand le gars il commande, c'est 3 fois le prix de ce qu'il avait commandé la semaine dernière. Donc il va avoir la concurrence, donc la concurrence est toujours moins chère, toujours mieux disante, etc. Donc ça crée quelque chose qui est assez perturbant. Et puis nos clients, ils ont perdu confiance en nous parce que des fois, ils ont trouvé des concurrents capables de les livrer du produit ou avec un prix meilleur que le nôtre. Forcément, sur le marché, on voudrait l'être, mais on n'est pas les meilleurs partout. Et donc, on a eu une perte de confiance de nos clients un peu. Et puis, on a surtout une perte de confiance de nos équipes, quoi. Nos équipes se sont dit, mais on n'a plus le produit, on n'a pas de délai à donner aux clients, on ne sait pas quoi dire, les gens nous appellent, on se fait engueuler. Qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Franchement, et on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour bosser comme des malades mentaux, pour avoir des appels, pas pouvoir répondre, etc. Donc ça, c'est la situation 2022 dans laquelle on était, qui était assez complexe. Et de là, on s'est dit, non, on ne peut pas rester comme ça. On avait quand même des forces, on a des gens très expérimentés qui connaissent bien le métier. Ils ne sont pas chez Total Energy avec 20 ans d'expérience et d'expertise sur la relation client pour être aliénés dans les différentes difficultés que l'entreprise rencontre. Karine l'a dit aussi, c'est dépersonnaliser, savoir ce qui est du fait de l'entreprise et ce qui est du fait de l'individu, se dire c'est pas de ma faute finalement, moi je travaille dans une entreprise qui met à disposition à des clients, donc pas tout prendre pour soi, c'était un point important. Mais on avait cette crise de confiance des équipes, et donc on s'est mis, donc moi je fais partie du comité de direction de l'entité, et donc on a réfléchi, on s'est dit il faut qu'on change les choses. Il faut vraiment qu'on change les choses, mais par contre il faut que l'ensemble de l'équipe du comité de direction soit aligné. Et on a dit ok, on y va, on ne peut pas rester comme ça. Si nos équipes sont bien, nos clients seront bien. C'est comme ça qu'on voit les choses. Donc on a attaqué le sujet sur plusieurs fronts. Le premier partage d'expérience, il faut avoir un projet
si vous devez amener une transformation ou en tous les cas redonner de l'engagement, il faut que vous ayez un projet qui ait du sens. En fait, il faut qu'il y ait une vraie histoire, qu'on y croit. Nous, la vraie histoire, c'était de se dire, on a un portail digital. Aujourd'hui, seulement 15% de nos clients passent par le portail ou 20% de nos clients passent par le portail digital. S'ils passaient à 70% pour le portail digital pour passer des commandes, plutôt que de nous appeler, ça nous donnerait plus de temps pour pouvoir traiter leurs commandes qui sont avec des produits manquants ou avec des problématiques. Et donc, on va digitaliser la relation sur la partie commande, qui est quelque chose qui avait peu de valeur ajoutée, en tous les cas pour mes équipes à réaliser, avec des sources d'erreurs. Quand on saisit l'appel d'un client, on peut faire une erreur dans la saisie. Et on s'est dit, le client, il va lui-même passer sa commande via le portail, qui est assez performant. Et puis, nous, le temps qu'on va gagner, on va le remettre à disposition du client, et puis aussi à disposition des équipes, pour mieux assurer un peu la charge de travail qui arrivait. Donc, on avait un vrai projet. Et ça, je pense que c'est la clé. Et puis, dans ce projet-là, on s'est dit, il faut aussi que nos équipes, qu'on la tête dans le guidon, il faut qu'on leur donne à un moment une bouée. Et la bouée, le management peut l'apporter, mais pas toujours. Parce que le management, il décide, il prend des décisions, il y a des enjeux RH, c'est pas toujours compris, etc. Et c'est là où on peut avoir besoin d'aide. Et c'est là où on a fait appel à Karine et à Sens Collectif pour nous dire, il faut que tu nous aides, que tu nous proposes quelque chose pour que nos équipes qui sont front clients puissent d'une part arriver à quelque part purger les difficultés qu'ils ont, expliquer ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qui ne va pas dans leur quotidien, comment ils vivent les choses, etc. Donc il y a eu une phase d'écoute assez importante, donc c'est du coaching collectif et individuel qui a été mis en place par Karine, de façon à bien comprendre quels étaient les ressorts, les sentiments des gens. Et puis ensuite, il y a eu une phase de construction avec les équipes pour dire, oui, mais le chemin, on veut aller là, comment est-ce qu'on y va avec vous, sur quoi vous nous attendez, qu'est-ce qu'on veut construire, c'est quoi la maison, c'est quoi notre service client dans lequel on veut bien travailler et bien fonctionner. Donc ça, on l'a construit avec les équipes et on s'est fait accompagner par Karine pour le faire. Donc ça, c'est important, de pouvoir aussi savoir se faire accompagner au bon moment. Donc une décision collégiale, collective, si moi j'étais parti seul dans mon coin en disant je veux changer les choses et que ma direction, mes collègues n'étaient pas avec moi, ça ne marche pas. Un vrai projet qui a du sens, avec des vraies idées, et là, il faut embarquer les équipes, il faut communiquer. Se faire accompagner. Et puis, on a pris des décisions aussi. Manager, c'est prendre des décisions. Et donc, on a pris la décision de modifier notre organisation. On a changé des personnes qui étaient là depuis longtemps, donc qui avaient si ces personnes-là, c'est pas une critique, mais si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont fait le job à un moment. Mais à un moment, au bout de plusieurs années dans un poste, quand on manage des équipes, il y a des choses qui se mettent en place, des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Et donc, il faut à un moment changer, le changement est bon. On a changé aussi notre équipe de management avec des nouveaux managers qui n'arrivaient pas du métier et qui avaient une vision très bienveillante de la situation. Donc, manager, c'est aussi ça, il faut prendre des décisions. Donc, ce partage d'expérience-là, c'est un peu ça. C'est arriver à adresser plusieurs sujets, des sujets d'organisation, des sujets projets, des sujets avec les équipes, avec des coachings. Et du coup, ça nous a permis, en fait, ce projet-là qu'on a mené sur un an et demi. Alors, je ne suis pas dupe, tout n'est pas rose, on n'a pas tout réussi, et il reste des choses à faire, on n'est pas arrivé à la fin. Mais en tous les cas, aujourd'hui, les équipes peuvent en parler, puis on a un petit film qui peut être sympa pour vous montrer, puis je sais qu'il y en a qui sont dans la salle, qui sont sur le film, donc ça va être sympa. Mais en tous les cas, on a réussi à reprendre l'avantage. Et ça, c'était important. On était soumis aux demandes des clients, aux réclamations, etc. Et aujourd'hui, on a repris l'avantage. On travaille dans un environnement de qualité, dans un environnement de bienveillance avec les équipes, et on embarque les gens dans ce projet-là. Donc voilà un peu l'expérience. Donc de la crise naît le changement, mais il faut savoir le saisir, et puis il faut adresser le sujet sur différents axes. Ouais, je peux vous montrer une petite vidéo parce que c'est les équipes. On a tourné cette vidéo-là il y a quelques temps. C'est les équipes qui présentent leur service et vous allez voir la lumière qui dégage au travers de ce petit film-là. Le centre relation client, c'est la porte d'entrée de nos clients, la tête de gondole. On a des typologies de clients différents dans le transport, les travaux publics, l'agriculture, l'automobile, la grande distribution.
un pôle multi-expertise avec tout type de commandes, des commandes mail, des commandes téléphoniques. Aujourd'hui, nos clients, on voit bien qu'ils ont besoin de commander immédiatement sur le support de leur choix et à n'importe quelle heure. Et en parallèle, nous, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir leur apporter un service de meilleure qualité. C'est pour cela qu'on a privilégié la digitalisation de tous nos services. Depuis l'arrivée de la digitalisation, toute l'équipe a été formée sur les portails extranet afin d'accompagner et d'être en support pour les clients et les rendre plus autonomes. À titre d'exemple, en 2022, plus de 115 000 commandes ont été traitées par l'équipe. Avec l'arrivée de la digitalisation, 60% de ces commandes passent par les portails digitaux. Cette transformation nous a permis de dédier plus de temps à des missions à plus de valeur ajoutée. On va traiter plus efficacement les réclamations des clients, on va les informer sur la disponibilité des produits et sur les délais de livraison aussi. En fait, on est là pour leur apporter un service de qualité optimal. On veut répondre à leurs attentes. Le métier, il a vraiment changé, il a évolué, c'est plus valorisant, c'est plus motivant. Ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir répondre le plus factuellement et le plus précisément possible à nos clients. Grâce à mon expertise technique dans le domaine, j'essaye d'apporter la solution la plus précise pour eux. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la polyvalence et le contact client, évidemment. Il y a une vraie proximité qui se crée avec le client et on est là pour leur apporter notre expertise positive. Satisfaire les besoins et les demandes de nos clients, c'est notre objectif premier. Je suis très fière de faire partie de ce service, d'autant plus qu'il est basé en France. Bravo. Alors, juste pour compléter, David, si tu me permets, donc effectivement, donc, il y a 2 ans, j'ai rencontré les équipes et 2 ans après, il y a 2 ans, les équipes disaient moi, je viens au travail avec la boule au ventre. Enfin, certaines personnes des équipes disaient moi, je viens au travail avec la boule au ventre. D'autres disaient ça fait pas très longtemps que je suis là et finalement, je sais pas si je vais rester. 2 ans après, les personnes qui arrivent avec la boule au ventre disent aujourd'hui, finalement, je vais peut-être pas partir, je vais rester là. Et ça va beaucoup mieux pour moi et je suis contente et épanouie d'être ici. Et d'autres collaborateurs qui devaient a priori partir, finalement, sont encore là. Donc ici, peut-être difficile pour vous de le voir ou de le percevoir, mais en tout cas, il y a eu un effort, un soutien managérial qui a été fait de la part de David et Lila, qui est responsable de l'activité, qui ont été incroyables, qui ont permis aux équipes de s'épanouir et aujourd'hui d'être vraiment dans cette motivation et cet engagement que l'on attend de nos collaborateurs. Donc bravo à eux, super. Bravo. Ah, on a encore 3 minutes, c'est parfait. Bon, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'était clair ? Oui, monsieur. Une question pour M. Bernard. En tant que directeur du service client, c'est bien ça. C'est quoi votre regard aujourd'hui sur l'externalisation qu'il y a notamment au sein du Cameroun ? En fait, nous, c'est un vrai sujet parce que moi, quand j'ai pris mes fonctions, la question forcément d'externaliser une partie de son service ailleurs, en France, etc. C'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, mais voilà, faut que ça réponde à un environnement concurrentiel, business. Nous, notre sujet aujourd'hui, c'est sur ce service client-là, c'est d'avoir de l'expertise. Nos clients, c'est des produits techniques. Le client, il appelle, il peut nous dire, voilà, moi j'ai tel type de poids lourd, je vais mettre tel type de lubrifiant, qu'est-ce que vous me conseillez ? C'est ça la question. Faut pas se tromper. Hein. Donc il y a cette partie-là. Et puis c'est vraiment des livraisons rapides, la logistique. Il y a une vraie expertise à avoir. Et donc notre objectif à nous, c'est de cultiver l'expertise. Plus on sera expert, plus on sera capable de gérer finalement des complexités et plus la relation humaine est importante là-dedans. Parce que de toute façon, quoi qu'on en dise, tout ce qui va être simple va être traité par l'AI demain. Donc c'est simple. Parce qu'aujourd'hui, on dit on va externaliser, je ne sais pas, en Afrique du Nord, un service de relations clients. Mais ce service de relations clients-là, demain, il va être géré par l'AI en fait. Donc en fait, c'est juste repousser le sujet. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, chaque entreprise a sa stratégie. Nous, la nôtre, c'est de dire non, moi quand un client il appelle dans mon service client, sur un produit à haute valeur ajoutée, à haute technicité, avec des enjeux logistiques importants, etc., qu'il ait des experts de la relation client. Et moi je capitalise là-dessus. Mes équipes, des fois, me posent la question, ouais, si on met un chatbot, on n'aura plus de boulot. Je leur dis, mais regardez, avant les gens ils passaient par vous au téléphone pour prendre des commandes, maintenant ils passent par le portail, en fait, on a toujours du boulot en fait. Mais on évolue et on va vers plus de complexité, plus de difficultés à répondre, qui nécessitent effectivement des gens derrière. Mais vouloir aller contre le vent, je pense, dire, voilà, c'est pas forcément l'externalisation, l'intelligence artificielle arrive,
Voilà, faut l'accepter, faut l'apprendre pour les tâches avec moins de valeur ajoutée. Il faut qu'elle nous fasse gagner du temps pour être plus performants pour nos clients, c'est l'enjeu. Mais par contre, cultivons-nous l'expertise de nos équipes pour qu'elles répondent le plus efficacement possible à des demandes complexes. C'est ça l'enjeu. Merci David. Et on me fait signe, on fait ça. Donc ça veut dire on s'arrête. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence. Merci.